Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi et ce matin c'était le club de lecture avec les papoteuses, du coup c'était vraiment bien. On n'était pas très nombreuses ce matin mais ça m'a fait plaisir de voir les filles, de leur souhaiter la bonne année et surtout de parler bouquins. Ce matin j'ai présenté Love Light Farm parce que j'avais pas lu grand chose ces derniers temps à part du coup les Deveril, mais à chaque book club je présente les Deveril, donc il était temps que je présente autre chose. Donc j'ai parlé de Love Light Farm et les filles m'ont aussi pas mal donné envie sur plein d'autres choses, donc j'étais très contente. Voilà, et sinon du coup j'ai terminé Love Light Farm, donc je vous en ai pas parlé sur mon dernier carnet de bord parce que je l'ai terminé hier soir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une romance de Noël mais que vous pouvez lire en hiver. Franchement il n'y a pas vraiment de saison pour ce tome 1 parce que c'est une saga en 4 tomes qui va se passer pendant les 4 saisons et les 3 autres tomes, donc du 2 au 4, vont sortir durant l'année 2026, dont le deuxième qui sort en mars. Donc j'avais vraiment envie de suivre la saga si jamais j'aimais le tome 1 et du coup c'est le cas. Donc j'ai pas le livre sous la main parce que je l'ai prêté à Morgane, à qui j'ai donné envie, j'espère qu'elle va l'aimer. Et voilà, donc c'est une histoire qui met en scène une jeune fille qui s'appelle Stella, qui donc, se passe aux États-Unis. Elle a une trentaine d'années et elle est à la tête d'une production de sapins, donc d'une sapinière. Et elle a un peu des difficultés financières suite à de mauvais choix et à quelques petits sabotages et du coup elle va participer à un concours Instagram d'une influenceuse qui permet de mettre en avant des lieux un peu d'exception. Donc elle attend de ce concours une visibilité et surtout il y a un prix à gagner qui est de 100 000 $ pour le lieu le plus génial. Et donc du coup elle participe à ce concours, évidemment elle va être sélectionnée, donc elle est à la fois très impatiente et très angoissée parce qu'elle a menti sur son dossier en disant que elle a vraiment romantisé son storytelling, son histoire, en disant qu'elle avait, elle et son compagnon, eu un coup de cœur pour la sapinière et que c'était partant de là qu'ils avaient décidé de la racheter et de tout renouveler, sauf qu'évidemment il n'y a pas de compagnon. Et pour le coup, il n'y a pas de compagnon, mais il y a un meilleur ami et elle va lui demander de jouer aux faux petits amis. Comme on s'y attend, c'est une romance, donc c'est un Friends to Lovers, donc ça veut dire de amis divers amoureux et bien sûr que ça fait 10 ans qu'ils sont meilleurs amis et que peut-être que ils se sont cachés des sentiments tous les deux depuis un certain temps. Bref, voilà, c'était assez mignon et doudou et en même temps c'est une romance qui fait quand même 400 pages. Il y a des sujets qui sont un peu plus profonds. Ce que j'ai apprécié, c'est déjà le bon équilibre entre la romance et les sujets alternatifs, dont notamment la gestion d'entreprise, parce que finalement on se rend compte pendant plusieurs moments que Stella a des difficultés dans la gestion de l'entreprise, dans ses choix, dans la façon dont elle a suivi ses finances et la gestion de ses salariés, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt réaliste et intéressant. Alors c'est pas lourd, évidemment que ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça vient rajouter un truc un peu plus sérieux et un peu plus tangible que la romance, donc je l'ai trouvée intéressante. Le décor est adorable, vraiment on se croirait dans une série Netflix, voilà, avec la grange, le chocolat chaud, la sapinière, il y a des petits chatons, enfin bon bref, c'est adorable. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture. Là j'ai une lecture commune qui est programmée pour lundi, donc pour mon week-end j'ai décidé de commencer un Agatha Christie. Voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust, vous savez, les Agatha Christie. J'en ai lu pas mal et j'en ai oublié certains. Donc je vais lire Le Crime du Golfe. Je crois que je sais plus si je l'ai lu en fait. C'est un Hercule Poirot. Je ne me rappelle plus du tout de cette histoire, donc je sais pas si je l'ai lu et oublié ou si je l'ai pas lu. Donc je vais me remettre dedans, en tout cas je vais essayer de lire ça ce week-end et démarrer une nouvelle lecture lundi, donc je vous en reparlerai. Donc voilà, mon week-end ça sera avec Agatha Christie. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et je suis actuellement à la montagne. Du coup hier j'ai fait pas mal de voitures pour arriver ici et du coup j'en ai profité pour écouter un livre audio. J'ai décidé d'écouter un polar parce que ça faisait longtemps et du coup j'ai pris Hurlement de Alexis Leipzger que je m'étais fait dédicacer au Quai du Polar cette année. Voilà, c'est la suite des poupées. Donc j'ai décidé d'écouter ça et je l'ai quasiment terminé.
Du coup, avant de partir, j'ai commencé une nouvelle lecture. C'est un Agatha Christie, c'est Le Crime du Golfe. Du coup, c'est un Hercule Poirot. Je pensais l'avoir déjà lu, mais en réalité, je ne l'ai pas lu. Ou alors je me souviens plus du tout, mais je crois vraiment que je ne l'ai pas lu. Donc, dans cette histoire, on va appeler Hercule Poirot en France, dans une propriété où il reçoit en fait un courrier de la part d'un noble qui lui dit de venir urgemment car il détient un secret et qu'il pense que quelqu'un en veut pour sa vie. Et du coup, il va partir au plus vite, sauf que quand il arrive, eh bien, c'est trop tard. Son client est déjà décédé. Du coup, il est évidemment accompagné de son acolyte Hastings, et Hastings va reconnaître quelqu'un sur les lieux. Et du coup, va s'en suivre une enquête. Donc voilà, je suis actuellement à la moitié. C'est vraiment trop agréable. Vraiment, Agatha Christie, c'est un peu c'est ma zone cocooning. J'adore vraiment, c'est ma safe place. Et puis alors j'ai la bonne surprise parce que quand j'ai ouvert mon livre, j'ai retrouvé un marque-page à l'intérieur du coup du Crime de l'Orient Express dedans. Donc c'est un marque-page de l'Orient Express et derrière il y a écrit The impossible could not have happened, therefore the impossible must be possible in the spite of appearance. Donc en gros c'est une citation de l'Orient Express en anglais. Je ne me souviens plus d'où je tiens ce marque-page, mais en tout cas j'étais ravie parce qu'il était à l'intérieur de mon livre. Donc c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est ma lecture en cours. Donc là on est lundi, il me reste une centaine de pages. Comme je suis je suis toute seule en ce moment pour cette semaine, donc je vais pouvoir passer mes soirées à lire. C'est ce que je compte bien faire, donc il y a des chances que je le termine ce soir. Je vous en reparlerai bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard. Vous allez bien, aujourd'hui on est jeudi et j'ai enfin terminé ma lecture du coup du Crime du Golfe hier et j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet Hercule Poirot. On va suivre notre détective belge évidemment avec Hastings qui vont s'embarquer en France parce qu'ils ont été mandatés par un riche homme d'affaires qui craint pour sa vie, qui d'après lui détient un secret qui menacerait sa vie. Sauf qu'une fois arrivé sur les lieux, cet homme est déjà mort et donc Poirot va devoir enquêter. Jusque-là, rien de bien anormal dans les enquêtes d'Hercule Poirot, mais il va être confronté à un homologue français du coup qui s'appelle Giraud, l'inspecteur Giraud, je sais pas quoi. Ça va être un peu une guéguerre entre les deux inspecteurs. Enfin du moins les deux enquêteurs et quand l'un va trouver des éléments d'une piste, l'autre va venir les contredire et du coup ça va être un espèce de jeu de chat et la souris. Ça c'était plutôt le côté humoristique du coup qui est pas toujours présent dans les Agatha Christie, mais là ça l'a été et j'ai beaucoup aimé cette partie. Et puis encore une fois, de dénouement en dénouement, on n'est pas au bout de nos surprises parce que les personnages arrivent à un moment donné, vont s'auto-dénoncer, mais un peu tous. Et en fait, on devient fou parce qu'on ne sait plus où est la vérité. Mais évidemment, Hercule Poirot nous dévoile tout à la fin, sur la dernière scène, comme à son habitude. Ce qui était assez différent aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans un huis clos. Ici, on va avoir pas mal de mouvements, notamment avec différents lieux et des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Donc c'était un très bon Hercule Poirot, un très bon Agatha Christie, très rythmé et bien ficelé, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et puis maintenant du coup la transition est adorable puisque je passe d'une de mes autrices préférées à une autre autrice préférée, donc je passe de Christie à Austen, même si évidemment ce n'est pas Jane Austen qui a écrit ce livre, bien sûr c'est Bénédicte Egmar. C'est donc le tome 1 qui s'appelle Commérage et confusion, chère Jane Austen. Et bon voilà, c'est un espèce de cozy mystery. J'ai pris avec moi un marque-page de Jane Austen que j'avais créé d'ailleurs, que j'avais designé au moment où j'avais ma boutique en ligne. Et voilà, je vais démarrer cette lecture aujourd'hui. Et Florence l'a déjà commencé et elle aime beaucoup, donc ça promet un bon moment de lecture. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc là c'est ma pause déj, je vais retourner travailler, mais ce soir je commence Chère Jane Austen et j'espère pouvoir vous en parler rapidement.
Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et comme vous le voyez je suis de retour chez moi. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais m'installer, c'est la fin de journée, il y a encore un tout petit peu de lumière. Donc je vais essayer de me dépêcher avant qu'il fasse complètement nuit. Du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, je dois vous parler de ma nouvelle lecture. Donc je suis toujours dans Jane Austen mais j'ai bien avancé. De ma lecture audio que j'ai terminée et j'ai également fait 2 réceptions donc que je vais ouvrir avec vous. Du coup, il est temps que je vous parle un petit peu. Du coup, je suis rentrée avec ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai commencé ce Cozy Mystery victorien, on va dire. C'est un Cozy Mystery historique écrit par Béatrice Egmar. Egemar, je ne sais pas comment on dit. C'est donc un tome 1 parce que c'est une saga. Je ne sais pas trop où est-ce que ça va mener, mais en tout cas le premier s'appelle Commérage et Confusion. Et donc dans ce Cozy Mystery, on va découvrir une jeune fille alors ça se passe à l'ère victorienne en Angleterre. Cette jeune fille est d'une bonne famille, voilà, elle a 5 frères, c'est la petite dernière, elle adore la littérature et elle va être appelée comme, pas amie, mais bon on va dire, je sais pas trop comment on appelle ça à l'époque, c'est pas vraiment gouvernante, mais elle va venir en aide, en soutien moral, voilà, à une cousine qu'elle ne connaît pas très bien, Jenny, qui se trouve dans une bourgade de l'Angleterre. Une fois arrivée sur place, sa cousine Jenny du coup est une jeune femme qui a accouché, qui a donc 3 enfants et qui se sent terriblement fatiguée par la vie. Et donc j'ai oublié son prénom là, Anne Spencer, voilà la jeune demoiselle, va venir en soutien moral à sa cousine et l'aider dans des tâches menues, puisque évidemment elle a une batterie de domestiques à son chevet quoi, bref. Alors qu'elle est chez sa cousine, son époux, l'époux de la cousine, va lui offrir des livres et dans ces livres il va y avoir Orgueil et Préjugés. La cousine n'en a que faire, elle a la migraine tout le temps, donc du coup c'est Anne qui va lire Orgueil et Préjugés et qui va tomber divinement amoureuse de la plume de notre chère Jane Austen. Et elle va donc commencer à lui écrire une lettre parce qu'elle est fan de ses romans et que l'époux de la cousine manifestement la connaît. Va s'en suivre donc un échange épistolaire entre Jane Austen et Anne Spencer. Anne Spencer qui a, je crois, 16 ans ou 17 ans dans le livre, et elle va commencer à lui parler de ses déboires amoureux, du bal, de la ville, etc. Jusqu'à ce qu'il se passe un décès très suspect dans la ville et Anne va être mêlée à l'histoire. Elle va se confier par voie épistolaire à Jane Austen et donc celle-ci va commencer à lui donner des conseils ou du moins lui donner son avis et on va suivre un petit peu l'enquête de cette façon. Je trouve que le contexte austinien est adorable, vraiment, je trouve que c'est très bien fait en termes de style d'écriture, en termes de variation de l'époque, immersion historique, c'est très très bien fait, je trouve ça génial. Les personnages sont adorables, le contexte est adorable aussi, c'est vraiment cosy, british, empoulé et en même temps et un peu drôle aussi et plein de convenances, donc vraiment je me régale dans cette lecture et j'ai hâte de l'avancer. Donc là je suis à la moitié et je sais pas encore ce qui va se passer, voilà, je ne sais pas qui, que, quoi, dont, où par rapport à ce meurtre. D'ailleurs est-ce que c'est vraiment un meurtre? On suppose que oui, mais là où j'en suis, eh bien, les personnages commencent à peine à se dire est-ce que finalement cette personne n'a pas été plutôt assassinée. Voilà, donc c'est ma lecture en cours et Florence l'a terminée et c'est un coup de cœur pour elle, donc vraiment j'attends énormément et en même temps je suis extrêmement reconnaissante parce que c'est un livre que je n'avais pas prévu d'acheter mais que j'ai acheté sur un coup de tête à Brive grâce à la sublime couverture des éditions City. Donc vraiment City, bravo pour ce travail d'édition parce que je me serais pas arrêtée sans ça et puis c'est vrai que voilà, le fait que ça soit lié à Jane Austen c'est un gros plus. Et le fait d'avoir rencontré l'autrice est aussi adorable que ses écrits et vraiment j'en suis ravie. Donc voilà, donc je sais aussi que plein de monde ont aimé ce livre, notamment je pense à Cécilia qui avait dit que du bien sur ce livre. Donc voilà, à mon tour de me régaler.
Sinon, je vais vous poser parce que j'ai mal au bras et cette nouvelle caméra, je ne sais pas comment la tenir. Du coup, je vous parle de mes lectures audio. Durant mon voyage, j'ai écouté Hurlevent de Alexis Leipzger que j'ai ici aux éditions Pocket. C'est un livre que je m'étais procuré au Quai du Polar cette année. Du coup, c'est la suite des poupées, ou du moins c'est le même duo d'enquêteurs que dans les poupées que j'avais lues et adorées de Alexis Leipzger. Moi j'en ai lu 3 de lui, j'ai lu Et avec votre esprit, Les poupées et Le mangeur d'âme. Et je les ai tous aimés, et celui-ci il est encore plus particulier parce que je l'ai trouvé encore plus sanglant et encore plus gore que les autres. Franchement, on est à la limite du Cédric Cyr, donc c'est pour vous dire que c'était un thriller bien sale. Du coup, dans cette histoire, on va suivre le commissaire Venturi et son acolyte qui est une psycho-criminologue qui s'appelle Olivia Montalver. Du coup, lui, c'est plutôt un vieux bourru un peu cow-boy, et elle est vraiment petite jeune femme raffinée, élégante, mais terriblement perspicace. Et du coup, ce duo a déjà pu régler l'histoire de l'embaumeur dans Les poupées. Et donc ici, on les retrouve sur une scène très bizarre, puisque un agent de police va découvrir dans un théâtre lyrique abandonné une femme, ou du moins ce qu'il en reste, dans une cage dans le théâtre. Et à partir de là, la scène est tellement terrible et macabre que le duo d'enquêteurs va venir sur place et commencer à dérouler un fil rouge plutôt confusant au début parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi, ni quoi, qui, que, quoi, dont, où. Enfin, réellement, il y a très peu d'indices. Mais bon, ce duo d'enquêteurs est super fort, donc manifestement, ils vont le résoudre. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce polar-là, dans ce thriller-là, c'est qu'il y a une double enquête, puisque le fameux flic qui avait découvert la scène de crime, et ben lui aussi, il cache quelque chose. Il cache quelque chose et on pense que voilà, il enquête aussi de son côté, ou alors il est carrément mêlé à cette découverte. Et c'est un peu confus pour le lecteur parce qu'on doute beaucoup de tous les personnages dans cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mené, extrêmement bien ficelé. C'est très rythmé aussi. Vraiment, on a beaucoup de découvertes, de découvertes en découvertes. La fin est un peu spectaculaire, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, attention aux âmes sensibles, je l'ai trouvé beaucoup plus détaillé que les autres, même si dans le mangeur d'âme j'avais eu un petit peu cette sensation là. Autant je l'avais pas trop eu dans les poupées, mais dans le mangeur d'âme et dans celui-ci je trouve que c'est un peu plus sale que dans les autres, donc avis aux âmes sensibles, attention un petit peu. Néanmoins, si vous avez déjà lu du Cédric Cyr par exemple, vous pouvez y aller, voilà, c'est complètement ok. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette lecture, c'est un grand oui pour moi, donc je vous le recommande. Je l'ai écouté sur Audible parce qu'il me semble que c'est une exclusivité de l'application Audible. Autrement, vous l'avez chez Pocket ou chez Michel Lafon en grand format. Moi, je les ai tous en Pocket parce que du coup, dès le premier, j'ai acheté la collection en Pocket. Donc, j'en ai un autre qui s'appelle d'Entre les morts, je crois. Mais je sais qu'il y en a un autre qui vient de sortir en brochet, donc je suis un petit peu à la bourre dans les sorties d'Alexis Leipzger. Mais c'est mon 4e et encore une fois, je me régale, donc je vous le recommande si mon pitch vous a plu. Ça, c'était ce que j'ai écouté à l'audio parce que j'avais pas mal de voitures la semaine dernière. Et du coup, je l'ai terminé sur mon retour. Comme vous avez vu, j'ai été bloquée dans la neige pendant plusieurs heures. Donc j'ai coupé le moteur et j'ai lu mon livre en papier parce qu'on était manifestement bloqué pendant un certain temps. Donc ça servait à rien que je patiente en levant les yeux. Donc du coup j'avais avancé mon livre Cher Jane Austen et c'était plutôt pratique. Sinon du coup je vais vous surprendre parce que je déroge à ma propre règle. Parce que j'ai choisi un nouveau livre audio qui est un livre que j'ai déjà lu. Et ma règle c'est vraiment... Pourquoi perdre son temps à relire un livre parce qu'il y en a des centaines d'autres à lire et à découvrir. Donc je ne suis pas partisane de relire un livre même si vous l'avez adoré. Notamment parce que je trouve que potentiellement vous allez biaiser votre première impression en ayant une nouvelle impression de votre lecture. Et j'apporte grandement d'importance à la première sensation de lecture et notamment quand c'est des coups de cœur. J'ai tellement peur de venir relire un coup de cœur pour me dire ouais mais finalement pourquoi je me suis extasiée autant sur cette lecture, ça valait pas la peine. Et du coup de biaiser mon ressenti principal, donc c'est pour ça que je ne relis jamais de livres. Mais
j'avais dérogé à ma propre règle. Déjà parce que comme ça je vais pouvoir vous dire si oui ou non c'est une bonne idée de relire un livre ou ne pas le relire. De mon point de vue évidemment chacun fait ce qu'il veut et je sais qu'il y a des personnes qui relisent leur coup de cœur d'année en année. Je crois que c'est Dormesson qui relit chaque année Dumas, Alexandre Dumas. J'étais complètement surprise de ça. Enfin bon bref. Je crois que Michel Bussy aussi relit Le Petit Prince chaque année. Voilà, donc libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps et que c'est dommage parce qu'il y a tellement d'histoires à découvrir. Et pourtant, en parallèle, j'adore regarder les mêmes films encore et encore. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais j'aime pas trop la télé, j'aime pas trop le cinéma en général. Par contre, quand j'aime un film, je suis capable de le regarder peut-être une dizaine de fois sans m'en lasser. Donc c'est un peu paradoxal. Je vais expérimenter ça avec Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë. Voilà, je ne vous fais pas attendre davantage. Pourquoi j'ai décidé de relire, ou du moins d'écouter Léo de Hurlevent ? Parce qu'il y a la sortie cinématographique le 11 février d'une adaptation libre avec l'actrice Margot Robbie, que j'aime beaucoup. Et même si, comme je viens de vous le dire, je ne suis pas très télé ni film, il y a quand même des exceptions. Et pour moi, voilà, cette adaptation, elle a l'air d'être géniale. Donc j'ai très envie d'aller la voir. Néanmoins, Léo de Hurlevent, c'est quand même un de mes coups de cœur littéraires de ma vie entière de lectrice. Je l'ai lu il y a plus de 10 ans, peut-être 12-13 ans. Et j'avais trouvé cette plume terriblement envoûtante, à la fois sombre et passionnante. Et j'ai été transportée pour la première fois dans la littérature victorienne. Je crois que c'est le premier livre victorien que j'ai lu. Je l'ai lu avant Jane Eyre. Jane Eyre de sa sœur, de Charlotte Brontë. Émilie Brontë n'a écrit qu'un seul livre et elle a mis, je pense, tout son chef-d'œuvre, enfin toute son œuvre dans un seul livre qui en est un chef-d'œuvre. Donc dans Les Hauts de Hurlevent, je vous en reparlerai, mais vraiment j'ai une mémoire de Heathcliff, de Catherine, de l'ambiance terriblement sombre, de ce vent, de ces branches qui tapent contre les vitres et de la pluie battante tout le temps, de ce monsieur là, je sais plus comment il s'appelle, le père, qui est sombre et dur et froid, de ce voisin qui est curieux, enfin bon bref. J'ai tellement hâte de me replonger dans l'histoire et pourtant j'ai peur de biaiser mon sentiment du coup de cœur. Donc je vais déroger à ma propre règle, je vais l'écouter parce que en papier j'ai plein de choses à lire et j'ai pas envie de le relire en papier. Donc je l'ai repris, j'ai trouvé plusieurs adaptations audio différentes. J'en ai choisi une parmi d'autres parce que j'ai écouté plusieurs extraits et j'ai choisi simplement à la voix du lecteur, de l'acteur. Donc je vous dirai ce qu'il en est, mais c'est ma nouvelle lecture audio qui n'est pas une nouvelle lecture mais une relecture. En commentaire si vous relisez vos livres et est-ce que ça vous parle ce que je vous raconte là, ou est-ce que je suis la seule à penser ça, que relire un livre c'est pas bien, enfin c'est pas bien dans le sens c'est pas bien mais c'est dommage, voilà. Bref, parenthèse fermée sur mes livres audio. J'ai reçu 2 paquets dans ma boîte aux lettres pendant mon absence. J'ai un livre de Flammarion et un livre de chez Pocket. Donc je vais commencer par le livre de chez Pocket. Les deux, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors voilà, par exemple, surprise. Alors, Alexandra Lapierre, l'ardente et très secrète Mills Franklin. Millie Franklin. Je n'ai pas le nom. Je ne connais pas Millie Franklin. Alors, Alexandra Lapierre, je connais l'autrice parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Partition italienne, je crois. Et je suis peut-être en train de vous dire n'importe quoi. Et qui avait été assez fantastique. Ah non, elle avait écrit Belle Green. Je mélange. Elle a écrit énormément de choses, dis donc. Alors, du coup, l'ardente et très secrète Millie Franklin. Je ne connais pas. Australie, 1879, quelque part au cœur du bush, naît Mills Franklin, la première écrivaine reconnue comme telle par son pays. Mais à quel prix ? À 20 ans à peine, la jeune rebelle publie un roman qui bouleverse les convictions sociales et nourrit le scandale. Alors elle s'évade. Ce sera Londres, Chicago, les Balkans en guerre et toujours avec cette tenace soif de justice comme chevillée au corps. De nom, de métier, d'amour, elle changera sans arrêt, sans jamais renoncer à écrire ni à agir. Qui est vraiment cette femme ardente que nul ne parvient à saisir ? Et pourquoi ce serpent qui, chaque nuit, continue d'assaillir ses cauchemars ? Alors ça a l'air d'être plutôt biographique. Waouh, on a des photos, ok. À l'intérieur du livre.
Donc c'est plutôt biographico-romancé, je pense, parce que j'ai vu aussi des dialogues. Ben écoutez, je ne sais pas quoi penser de ça, ça a l'air fort intéressant. Alors, c'est sorti le 8 janvier, prix Maurice Druon quand même, hein, du roman historique, donc on est sur un roman historique. Je sais pas si vous connaissez vous moi ça me parle pas du tout. Mais en tout cas, merci à Pocket, du coup je découvre des nouveautés. Alexandra Lapierre signe sans doute son meilleur livre avec ce portrait d'une écrivaine fascinante et d'une sidérante modernité. C'est quand même très curieux. Donc merci beaucoup à Pocket, merci beaucoup à l'autrice, je crois pas que ce soit dédicacé, non, mais merci du coup pour la découverte et pourquoi pas franchement parce que c'est quand même toujours intéressant les histoires de femmes, notamment les histoires d'écrivaines, voilà. Ensuite, du coup j'ai reçu de la part de Flammarion un autre paquet. Ah, alors ça je m'y attendais pour le coup, c'est du coup le nouveau roman de Catherine Bardon, je suis trop contente parce que c'est une autrice que j'adore. Un rêve immense, le nouveau roman inspiré de faits réels de l'autrice des Déracinés. Alors du coup ça doit peut-être... je sais pas si c'est lié à sa vie personnelle. Alors attendez, j'enlève tous les bandeaux, moi j'aime pas les bandeaux. Est-ce que c'est dédicacé? Non, dommage. Mais vraiment, j'adore Catherine Bardon. Je sais que... Ah bah non, j'ai un petit mot adorable. Chère Estelle, une île un peu plus loin, un rêve immense vous fera traverser le monde jusqu'au cœur du Pacifique. Bon voyage en compagnie de Nora et Ludwig. Amicalement, Catherine. Merci. J'adore. Du coup, il y a un petit communiqué. Alors, attendez, ça sort quand? Quelle est l'info? Ah, ça sort le 18 février, donc il y a un peu de temps. En 1929, Ludwig et sa compagne Nora s'installent dans une île perdue du Pacifique pour se reconstruire, une vie à eux, loin de la société et de ceux qui dictent les règles, tant et si bien que ce nouveau Adam et Ève font la une des journaux du monde entier. Un nouveau couple les suit, ainsi que la baronne Marlène de la Motte, qui met à mal la tranquillité de l'île. Elle veut y ouvrir un hôtel, faire la fête, chasse aux animaux, traite mal Fritz, l'un de ses amants, et vole ses voisins. Mais un jour, la baronne disparaît sans un bruit en laissant tout derrière elle. Que s'est-il vraiment passé? Est-ce que l'un des habitants aurait décidé de se venger? Plongée sur une île du Pacifique qui se voulait un paradis, mais où les passions humaines tournent vite au cauchemar. Inspirée de faits réels, Catherine Bardon signe un roman envoûtant et mystérieux où le rêve d'évasion devient un huis clos aussi fascinant qu'inquiétant. Ok, donc là, clairement, ça a piqué ma curiosité. On est dans les années 30, on est sur une île, et surtout, ça fait grandement penser à un huis clos à la Agatha Christie. Ah, j'adore ce genre de roman. Je suis trop contente. Berlin, 1927, Nora rencontre Ludwig. Nourri de théories libertines, passionné de philosophie, végétarien, cet homme singulier aspire à changer de vie. Nora tombe sous son charme et se convertit vite à son désir de nouveauté. Et s'il quittait cette Allemagne exsangue pour se réinventer ailleurs, ensemble ils découvrent l'existence de Charles, une île déserte de l'archipel des Galapagos. L'endroit leur semble parfait. Nora aime les animaux et la nature. Ludwig pourra y écrire ses traités de philosophie loin du bruit du monde. Quelques mois plus tard, en débarquant sur Charles, il croit toucher du bout des doigts leur rêve immense. Une autre vie peut commencer. Mais rien ne se passe jamais comme on l'a rêvé et Nora et Ludwig ne vont pas rester seuls longtemps. Ah là là, bah ça a l'air génial. En plus, je sais que la plume de Catherine Bardon est toujours à la fois poétique et dynamique, extrêmement moderne et en même temps douée de sensibilité. J'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc merci beaucoup à l'autrice. Je ne savais pas qu'elle avait changé de maison d'édition en réalité, puisque ses premiers romans étaient écrits chez Les Escales. Et là, du coup, elle est chez Flammarion. Et la couverture est un petit peu... mystérieuse. Cette jeune femme est mystérieuse. Merci beaucoup à Catherine Bardon, je suis trop contente de découvrir. Du coup, j'ai que des portraits un peu de femmes. Là, ces histoires un petit peu... des romans historiques, tout ce que j'aime. Donc, merci beaucoup aux maisons d'édition et aux autrices, pour le coup. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Hello, aujourd'hui on est jeudi, j'ai bugué, et du coup je viens vous parler de ma lecture en cours, chère Jane Austen, puisque non, je n'ai pas terminé encore, mais ça ne saurait tarder, il me reste une 60aine de pages pour arriver au dénouement de cette enquête, de ce Cozy Mystery, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera probablement un coup de cœur, parce que vraiment c'est extrêmement bien fait. Je trouve que le côté
air victorienne / austinien est extrêmement bien et réaliste. Il y a un bon équilibre, c'est réaliste, c'est bien fait, les dialogues sont bien faits, l'immersion, les lieux, les tenues des personnages, enfin réellement c'est très bien fait. Qu'est-ce qu'il y a, Nelson? Et du coup, je trouve que ça, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un roman de Jane Austen ou dans un film voilà, de Orgueil et Préjugés. J'ai vraiment l'impression d'y être. Donc ça, bah, du coup, c'est extrêmement bien fait et je trouve qu'il fallait le relever. Et concernant la plume de Jane Austen, puisque Béatrice Egmar prend la plume de Jane Austen dans notamment les échanges épistolaires, je la trouve très réaliste. Alors, je n'ai jamais lu de biographie de Jane Austen, ni de livres personnels sur sa vie. Néanmoins, les réactions qu'elle a et la façon dont elle écrit et dont elle répond à sa correspondance, donc notre Anne Spencer, notre héroïne, je la trouve extrêmement réaliste. Et en tout cas, c'est comme je me l'imaginais. Donc je suis ravie, parce que le livre est très agréable du coup. Et en même temps, on est quand même dans un cozy mystery, donc on a quand même un petit cadavre sur les bras et il faut dénouer tout ça. Et là pour le coup, je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Je n'ai pas du tout d'idée encore du dénouement. Donc je suis ravie de cette lecture et c'est une très bonne découverte. Comme vous voyez, c'est un tome 1 puisque ça s'appelle Commérage et confusion. Donc je suppose que la suite sortira en 2026, mais je ne sais pas quand. En tout cas, pour l'instant, il est uniquement disponible chez City et probablement en numérique, mais pas en poche, par exemple. Mais si vous aimez Jane Austen et si vous aimez un petit peu les cozy mystery, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment gentil. Et en même temps, c'est mystérieux et il y a un peu un air un peu Bridgerton parce qu'il y a quand même un bal, etc. Donc vraiment, vraiment, je me régale. Je sais que Florence, qui l'a déjà terminé, l'a aussi beaucoup aimé. Donc je pense qu'on lira la suite ensemble. En tout cas, je me garde sous le coude Béatrice Egmar comme autrice à suivre parce que vraiment, je suis conquise. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce carnet de bord. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver quelques inspirations de lecture. Ah, j'ai mon petit chat, mon gros chat qui vient vous dire au revoir. J'espère que... je sais plus ce que je dois dire. J'espère que vous passerez un bon week-end, une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Et on vous dit ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Allez, bye.